Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, focus sur Amazon, Amazon Ads. J'accueille Anne. Anne, merci beaucoup d'être venue. Merci à Est-ce toi que de tu m'avoir pourrais te invité. présenter rapidement pour expliquer ce que tu fais, ta spécialité et qu'on puisse ensuite démarrer sur ce sujet très intéressant? Bah ouais, avec plaisir. Merci à toi de m'inviter. C'est un honneur et très contente de venir parler d'Amazon parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet et beaucoup de marques sous-estiment encore l'impact de cette plateforme. Donc très contente de venir en parler. Du coup, bah, pour me présenter, moi c'est Anne. J'ai commencé la grande aventure Amazon il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Je suis rentrée en agence, dans une agence qui est experte Amazon. Et j'avais deux super boss qui m'ont fait monter en compétences très rapidement. Et j'ai vu que ça me plaisait beaucoup parce que l'impact sur le chiffre d'affaires, il est quasiment immédiat sur cette plateforme. Le retour sur investissement est incroyable et la conversion d'autant plus. On est à environ 15% vs un site e-commerce autour des Ah oui, 7-8%. Donc c'est vraiment énorme et on voit tout de suite l'impact de nos petites optimisations à droite à gauche. Donc j'ai commencé à vraiment apprécier l'aventure quand je voyais l'impact de mes actions sur les comptes de mes clients. Et donc je travaille sur plein de catégories. Je ne suis pas limitée aux compléments alimentaires ou à la puériculture. ouais. Aujourd'hui, je travaille avec plein de clients différents. J'ai eu une trentaine de clients au total en étant et dans mon agence et actuellement en tant qu'auto-entrepreneur. Et voilà, ça me plaît de pouvoir toucher à plein de produits différents et de pouvoir accélérer le chiffre d'affaires de mes clients sur Amazon. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en freelance. Ma société s'appelle Anne vous dit tout. Et si elle s'appelle comme ça, c'est parce que j'ai à cœur d'être le plus transparente possible, en tout cas, sur ce qui se passe sur cette plateforme. C'est ce qui manque un petit peu aux agences, généralement. Et voilà, j'aime bien pouvoir expliquer aussi, éduquer et évangéliser sur certaines choses qui sont pas forcément très claires Ouais. de la part d'Amazon, vu que c'est des plateformes qui restent très complexes, vu que c'est le géant du e-commerce. Ouais, Voilà, c'est tout vrai. simplement. Super. Mais c'est vrai que c'est une plateforme très très intéressante. Elle a beaucoup d'avantages, que ce soit en parlant de la livraison, elle est Mm. aussi beaucoup critiquée par rapport à son impact, etc. Donc il y a Ouais. plusieurs types d'entreprises qui peut-être très vite en fait par rapport à ça. Mais bon, là, sa puissance reste certaine, Indéniable. Ah ouais, c'est c'est clair. indéniable. C'est clair. Et Ouais, ouais. moi-même, j'ai eu quelques difficultés. Tu as su m'aider et me donner les bons conseils pour réussir à Avec résoudre quelques plaisir. situations Mm. sur mes clients. Parce que on a un petit peu les mêmes valeurs là-dessus aussi. Moi, j'ai beaucoup à cœur d'être transparent avec mes clients sur ce que je fais, Ouais. les problèmes, les problèmes qu'on rencontre, comment est-ce qu'on va les résoudre et pas les cacher et dire non, non, il n'y a Voilà. pas de souci. Tu vois, expliquer, être transparent et je pense que c'est ça qui favorise aussi les relations long terme. Complètement Donc, d'accord. aujourd'hui, je suis trop content qu'on puisse parler de ce sujet-là spécifique. Et donc, pour commencer déjà, expliquons un petit peu en quoi ça consiste Amazon, quel genre de produit peut-être faire. On a Ouais. parlé des 4 piliers tout à l'heure. Est-ce qu'on Ouais. peut les définir là rapidement? Ouais, bien sûr. Déjà, pour commencer, au commencement, Amazon, en tant que vendeur, c'est trois plateformes distinctes. Il y en a une qui s'appelle Seller Central. Oui. Donc là, on est vraiment côté marketplace. Donc toi, en tant que vendeur, tu vas vendre directement ton produit au consommateur final. Ou alors, tu décides d'envoyer tes produits dans les entrepôts d'Amazon et Amazon se charge de les dispatcher au client final. Donc ça, c'est vraiment le côté marketplace. N'importe qui aujourd'hui peut se lancer sur Seller Central, donc ouvrir un compte et mettre des produits en ligne. Et après, on va avoir la deuxième plateforme qui s'appelle Vendor Central. Celle-ci, elle est retail. Donc, on est fournisseur pour Amazon. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le même fonctionnement puisque c'est Amazon qui vient acheter directement ta marchandise. Généralement, on va retrouver des grosses entreprises qui ont soit déjà fait leurs preuves sur Seller Central, soit qui sont reçues sur invitation de la part d'Amazon. Tu ne peux pas te lancer sur Vendor comme ça. Ok. C'est soit sur invitation, soit tu as déjà fait tes preuves en fait côté Seller Central en marketplace. Et la troisième plateforme, c'est celle d'Amazon Advertising, qui est la plateforme publicitaire qui est dédiée à Amazon. Et donc, via cette plateforme, tu vas pouvoir faire du sponsorisé comme tu le fais sur du Google Ads classique ou du Meta, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était les trois plateformes importantes. Moi, aujourd'hui, je gère principalement du seller central parce que je suis avec des marques qui font un certain chiffre d'affaires. Et aussi parce que, de manière personnelle, je préfère cette plateforme-là. Je la trouve plus simple de gestion. Donc ça, c'est pour le commencement du commencement. Ok. Et donc, une fois qu'on se rend sur ces plateformes-là, on va mettre en ligne nos produits. Et c'est là qu'interviennent justement les fameux 4 piliers. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formée et que j'aime donner l'enseignement aussi à mes clients parce que c'est très, très simple, je trouve, et c'est très intuitif. Dans les 4 piliers, du coup, on va retrouver le premier, qui est un des plus importants, c'est la sélection, c'est le catalogue. Et donc là, on va parler de tes produits. Donc,
combien est-ce que tu as de produits dans ton catalogue, est-ce que tu souhaites en ajouter, quelles sont les nouveautés, quels sont les best-sellers, quels sont les produits qui vont être là un petit peu pour faire du volume, mais qui ne sont pas forcément des produits phares de la marque. Ouais. Et derrière, quand on rentre plus en profondeur dans le détail, c'est comment je vais faire pour ressortir sur Amazon grâce à ma sélection et grâce à toute l'optimisation SEO. Donc là, on est vraiment dans l'organique, dans le naturel. Et sur Amazon, tout va se jouer sur ta fiche produit. Les clients, aujourd'hui, ils vont sur Amazon, ils voient une fiche produit, ils ne se posent pas trop de questions, ils voient le titre, ils voient les bullet points, les images, machin, mais ils ne se doutent pas de toute la structure et comment est-ce qu'on vient optimiser finalement ces éléments-là qui nous permettent après de ressortir en première page de résultats. Et donc, quand je parle d'optimisation, évidemment, on a tout ce qui est titre, les petits bullet points, donc les petites cases à cocher qui sont juste en dessous de ta fiche produit, mais on va également avoir tout ce qui est les images. Donc, les images 2 à 5, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est sur ça que les consos s'appuient pour prendre une décision d'achat aussi. On va retrouver la description, mais également le contenu A+, donc toutes les images qui sont en dessous de la fiche produit. Ouais. Maintenant, on a un module qui s'appelle la brand story qui permet de parler de la marque aussi. Et donc, voilà, en fait, aujourd'hui, les gens pensent que sur Amazon, c'est impossible de brander sa marque, de la charter, de faire ressortir une identité, alors qu'en fait, Amazon commence à mettre de plus en plus à disposition des éléments qui te permettent, toi, en tant que marque, de t'identifier et de te différencier surtout par rapport à tes concurrents. Ouais. Et donc, en tant que consultant, expert Amazon, les gens vont travailler là-dessus pour pouvoir ressortir de mieux en mieux et surtout de pouvoir se différencier parce que sur Amazon, t'es pas tout seul. Évidemment, dans ta catégorie de produits, tu vas retrouver des puissances immenses comme tu vas retrouver de tout petits acteurs, des PME, des TPE, etc. Et donc, la sélection, voilà, on va principalement s'appuyer là-dessus pour se différencier. Donc, sélection, hyper important, contenu marketing, organique, référencement naturel, etc., etc. Évidemment, il y a des outils qui existent pour pouvoir t'aider, pour pouvoir choisir les bons mots-clés, parce que les gens ne vont pas forcément taper la même chose sur Google que sur Amazon. Ouais. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, tu as des outils qui vont pouvoir t'aider à optimiser concrètement et en utilisant des mots-clés qui ont un certain volume de recherche, etc., etc. Parce qu'en plus, les titres sur Amazon sont assez spécifiques. Tu vois, il y a le nom peut-être de la marque en premier, après du produit, voilà. Après la quantité, le grammage, le Made in France, les bénéfices. Enfin, on a un titre qui fait 2-3 lignes. Exactement. Et en fait, ça ne suffit pas de mettre juste le nom du produit. Il faut vraiment le détailler. Et pareil pour les photos, la première photo, elle doit être toute blanche, c'est ça ? Exactement. Et après, peut-être que tu peux un petit peu plus brander les autres. Donc, c'est pour ça que tu disais les images 2 à 5. Donc, c'est les images 2, 3, 4 et 5. Exactement. Mais la première, elle a vraiment une charte spécifique à Amazon. Ouais. Donc, produit simple avec fond blanc et idéalement pas d'autres choses, quoi. Ouais, effectivement, il y a des... Alors après, voilà, il y a tout ce qui est best practice au niveau du titre, même des bullet points, des images, du contenu A+, etc. Ouais. Tu as des spécificités sur Amazon qui sont parfois un peu relou, on va pas se mentir, parce que soit t'es limité, soit on t'en demande trop. En fait, c'est toujours soit l'un, soit l'autre. Et donc, effectivement, au niveau du titre, tu vas avoir un nombre de caractères spécifiques à respecter. Donc, c'est 200 caractères maximum. Et en même temps, ça choque un peu les entreprises parce qu'elles, sur leur site internet, généralement, c'est des titres super courts. Ouais. Et sur Amazon, en fait, on te demande justement d'ajouter un maximum de mots-clés pour pouvoir ressortir. Alors après, attention, voilà. Il y a toujours aussi le côté mobile parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu as 30% des consos mondiaux qui achètent uniquement via le mobile. Donc, c'est pareil, dans ton titre, il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire ressortir en fonction de si tes consos achètent plus sur mobile ou sur desktop. Et on sait que dans tous les cas, la majorité des achats se font sur mobile. Ouais. Donc, bien penser à optimiser son titre de manière à ce qu'il soit lisible sur téléphone. Et ça, après, tu peux faire des tests aussi. Donc, évidemment, ce qui est bien avec Amazon, c'est que rien n'est figé dans le temps. Tu as la possibilité de faire de l'A/B test, tu as la possibilité de repasser sur tes fiches produits, d'optimiser ta conversion en changeant tes titres, en changeant l'ordre des mots aussi, etc., etc. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que tu as toujours généralement le nom de la marque, ouais. Le nom du produit, les avantages du produit, et puis ensuite le format. Donc, si ce sont des compléments alimentaires, si ce sont des jouets, la dimension du jouet, etc., etc. Donc ça, effectivement, hyper important. Et donc voilà, tu vas avoir un tas de best practices comme ça. Effectivement, pour les images, donc la première image est obligatoirement sur fond blanc. Donc tu vois maintenant quelques marques qui essaient de s'amuser à ajouter des choses en fait sur l'image principale pour essayer de se différencier. Donc soit moi par exemple, je travaille beaucoup dans
dans la protéine, donc la nutrition sportive, les gens vont venir rajouter par exemple la couleur de la poudre, ou alors si c'est un ingrédient spécifique, ils vont venir mettre le goût, si c'est du tropical, etc., etc. Et ça te permet de jouer sur ta conversion, mais aussi de te différencier par rapport à tes concurrents qui vont simplement mettre une image de leur produit sur fond blanc et finalement, parfois on ne sait même pas ce que c'est ou on ne sait même pas à quoi ça correspond, quoi. Donc, encore une fois, voilà, ces best practices-là, dans tous les cas, il faut que ta fiche produit elle soit le plus complète possible. Les gens vont te dire « Ah, mais la page A+, ça sert à rien » ou alors « Pas besoin de mettre 6 images différentes ». Et si, en fait. Parce que c'est vraiment là que tu vas venir jouer ta conversion et le fait d'être différent des autres produits, quoi. Même une petite marque qui se bat contre une très, très grosse marque peut prendre des parts de marché bêtement avec ce genre d'optimisation-là. Donc, c'est hyper important. Pour le contenu A+, tu peux définir rapidement ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, complètement. Du coup, le contenu A+, c'est un espace descriptif qui vient juste se mettre en dessous de ta fiche produit. Donc, si tu n'as pas de contenu A+, tu vas avoir un champ texte avec une description classique. Et donc, c'est pas très joli et ça donne pas forcément plus d'informations que ça sur le produit. Et alors que la page A+, va pouvoir te laisser déjà plus d'espace pour pouvoir mettre en avant plus de caractéristiques, de bénéfices, d'avantages produits. Tu peux implémenter de la vidéo, tu peux implémenter des images, du texte aussi si tu en as envie, et surtout montrer ton produit sous toutes ses formes. Montrer ton produit en cours d'utilisation. Tu peux aussi te comparer avec d'autres marques. Ça, c'est une super bonne pratique parce que tu vas mettre produit A classique, mon produit, quels sont les avantages, qu'est-ce qui me différencie de la concurrence. Et donc, cette page A+, finalement, en fait, elle devient impérative sur ta fiche produit pour pouvoir t'exprimer encore plus. Et ça, même au-delà de ça, c'est comme je disais tout à l'heure, ça va aussi te permettre quelque part de charter encore plus tes produits parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pense aussi ce qui gêne un peu les marques, le fait qu'on ne puisse pas faire ressortir d'identité. Donc ce module-là, il est hyper important. Et pour donner quelques chiffres, ça peut faire monter de 8 à 15% ta conversion globale sur ta fiche produit. Donc c'est vraiment pas à négliger. C'est énorme. Et ça, tu peux le faire sur un Canva où tu peux demander à quelqu'un de te sortir une V1 rapide d'une première page A+. Ça ne demande pas tant de boulot que ça. La déclinaison, après, elle est assez facile quand, en tout cas, tu as une gamme de produits qui se ressemblent. Donc voilà, c'est un travail qui, je pense qu'il ne faut pas négliger et qui est hyper important aujourd'hui. Et dernière chose dont j'ai oublié de parler, ce sont les boutiques Amazon. Donc sur Amazon, tu as la possibilité de créer ta propre boutique qui va un peu ressembler à ton shop e-commerce, toujours avec les spécificités Amazon, donc c'est un peu moins sexy. Les modules sont préfabriqués par défaut, donc tu choisis pas forcément la manière dont tu veux agencer les choses, mais tu as la possibilité de créer une vraie petite boutique aussi sur Amazon. Alors celle-ci, c'est pas celle qui va te faire convertir le plus. Par contre, ça va augmenter ton panier moyen parce que les gens vont cliquer sur la boutique, ils vont pouvoir retrouver tous les produits de la marque et en ajouter encore plus à leur panier. Donc là, pareil, tu vas pouvoir augmenter ton panier moyen et finalement, sur Amazon, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est du volume, augmenter petit à petit le panier moyen, surtout pour des produits qui ont un faible prix de vente moyen, là où c'est compliqué finalement de faire beaucoup de chiffres. La boutique Amazon, elle va être hyper importante par rapport à ça. Et on y viendra plus tard, mais ça va aussi te servir pour la publicité, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu la passe sur les éléments de contenu marketing qui sont un peu obligatoires sur Amazon. Mais voilà, comme quoi, on peut aller très très loin et charter hyper proprement son compte Amazon, quoi. De sorte à ce qu'il ressemble le plus possible à ton site web. Si c'est ça que tu veux, quoi. C'est hyper important. Donc là, on a bien parlé du premier pilier, entre guillemets, donc du catalogue, de tout ce qui est produit. Au niveau des les trois autres, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Alors, on a du coup par la suite l'advertising, donc la publicité sur Amazon, qui est un incontournable. Il y a beaucoup de clients à qui je parle, ou même de prospects qui me disent qui sont un peu étonnés du fait qu'il faille allouer un budget publicitaire à Amazon. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que ça marche exactement de la même manière que ton site internet. Donc oui, il va falloir à un moment donné attribuer un budget publicitaire en fait à Amazon parce que sinon, tu vas avoir énormément de mal à ressortir uniquement en organique. Pourquoi ? Parce que déjà, tu te bats contre plus gros que toi, généralement. Donc, des gens qui vont faire appel à des experts SEO qui vont optimiser bien mieux que toi ce que tu as pu faire auparavant. Tu vas avoir des marques qui sont privilégiées sur Amazon, bien évidemment, et ça par Amazon, parce qu'elles sont extrêmement connues, qu'elles sont sur vendeur central, alors que toi, tu n'es qu'en seller central. Bon, voilà, l'algorithme Amazon, il est assez particulier par rapport à ça.
Et donc, au bout d'un moment, effectivement, tu vas venir un peu à bout des optimisations SEO et organiques naturelles que tu peux faire. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas avoir une fiche qu'on appelle Retail Ready, donc quand je dis Retail Ready, il faut que tu aies tes images de A5, titre et bullet point optimisés, ton contenu A+, ta boutique de marque. Derrière, j'en ai pas parlé, mais il faut que tu aies fait le Vine, du coup le club des testeurs. Donc, il faut avoir récolté des commentaires et des avis clients sur Amazon, parce qu'on sait que c'est le deuxième, du coup, c'est la deuxième chose que les consos regardent avant d'acheter un produit. D'abord, c'est le prix. Ensuite, tu as les avis clients. Donc, une fois que tu as minimum, on va dire 15-20 avis sur ta fiche produit, on peut considérer que ta fiche, ça y est, elle est propre et elle est prête à faire de la publicité finalement. Ok. Avant ça, ça ne sert à rien. Ta publicité, elle va aller dans le vide. Les gens verront qu'il n'y a pas de commentaires. Les gens verront qu'il n'y a pas d'image, que c'est pas optimisé, qu'on ne comprend pas le produit. Tout ça, si c'est pas fait en amont, ne te lance pas dans la publicité. Ça, c'est un vrai conseil. Assure-toi que ta fiche soit retail ready et ensuite, fais de la publicité. C'est un petit peu au final comme les e-commerce classiques. Hein. Parce qu'un e-commerce classique, il aura sa boutique sur un CMS, donc peu importe, Shopify, WordPress, etc. Ouais. Donc il a sa boutique en ligne. Il va faire du contenu organique, des articles de blog pour essayer d'être référencé sur Google. Ouais. Mais tu te bats contre tout Internet, donc forcément, c'est difficile de sortir en organique. Ouais. Et donc là, une fois que ton site est prêt, que tu as tes produits, tu es sûr que ça vend un petit peu en organique, là, tu peux accélérer avec la publicité. Wow. Et au final, c'est pareil sur Amazon. Donc tu as d'abord un petit peu d'organique. Ouais. Une fois que c'est prêt, là, tu accélères avec les ads. Mais bon, avant ça, il y a cette étape de validation. Et d'ailleurs, ce programme Vine, ouais. c'est très intéressant. En quoi ça consiste au final ? Alors du coup, Amazon a développé ce qu'on appelle du coup le club des testeurs Amazon. Ce sont des acheteurs vérifiés qui ont publié un certain nombre de commentaires sur, je crois que c'est une période d'1 an et demi ou 2, quelque chose comme ça. Qui sont considérés du coup comme des acheteurs véritables par Amazon et qui sont dignes de confiance pour laisser des commentaires qui seront détaillés avec des images, des vidéos, etc. Et donc toi, en tant que vendeur, tu as un peu de mal à récolter des commentaires parce qu'on sait que quand tu achètes sur Amazon, ton premier réflexe, c'est pas d'aller laisser un avis. En tout cas, c'est difficile de récolter comme ça. Donc Amazon a mis au point ce programme-là et ça te permet en fait d'envoyer jusqu'à 30 unités pour un même produit à des acheteurs Amazon. Alors, tu vas pas avoir la possibilité de choisir ton audience. Donc, par exemple, dans la protéine sportive, je pourrais pas dire, moi, je veux envoyer que à des gym bros ou ce genre de choses, même si j'aimerais bien. Amazon l'envoie à des acheteurs complètement au hasard. Et sur une période de 30 jours, tu vas récolter petit à petit des commentaires. Il faut savoir que ces acheteurs-là sont pas tenus de laisser des commentaires. Et ils sont encore moins tenus de laisser des commentaires positifs. Ils laissent ce qu'ils veulent. Donc, s'ils trouvent ça négatif, ils laissent du négatif. S'ils trouvent ça positif, ils laisseront du positif. Ouais. Mais mine de rien, c'est quand même un super levier parce que tu peux, en J+1, tu as ajouté ton produit sur Amazon, déjà récolter 30 commentaires. Ce qui est assez incroyable. Et on considère qu'à partir de 30 commentaires, les ventes s'accélèrent parce que ta fiche, ça y est, elle est retail ready. Et donc, ce club des testeurs, c'est, on va dire, la deuxième step. Une fois que tu as ajouté ton produit, que tu l'as bien optimisé, il faut faire du Vine, absolument. Ouais. En gros, tu vas offrir ces produits à une communauté de testeurs. Exactement. Et eux, tu attends un peu leur retour, qui valident, qui commentent, etc. C'est pour ça. Être sûr que tout va bien, quoi. Exactement. Et ça te permet aussi par la suite de sortir une version numéro 2 de ton produit aussi si tu t'aperçois qu'il y a des retours qui ne sont pas forcément très bons. Donc ça, c'est super aussi quand le produit est tout neuf, quoi. Donc voilà, important. Tout se trouve dans les avis. Parce que autant tu peux envoyer ton produit à des personnes que tu connais, ils vont être un peu froissés de te dire la vérité. Autant là, tu l'envoies à 30 personnes qui ne te connaissent pas, qui n'en ont rien à faire. Ils vont être 100% honnêtes. Et c'est là que tu vas avoir les meilleurs, les meilleurs conseils, les meilleurs angles d'amélioration ou voir si vraiment le produit est solide sur le marché, quoi. Oui, c'est des avis qui sont, ils sont impartials, quoi. Donc ils sont neutres et ouais, ça te donne toujours tout de suite une première idée. Et pour terminer sur les avis, il faut savoir qu'un produit sur Amazon qui a en dessous de 3,8 étoiles, c'est considéré comme un mauvais produit. En tout cas, c'est considéré comme un produit qui va potentiellement avoir un peu de mal à faire des ventes. On considère qu'une bonne note sur Amazon, c'est autour des 4 étoiles. Okay. Et à 4,2, c'est encore mieux. Et je sais que c'est compliqué de maintenir sa note, surtout quand tu récoltes de plus en plus d'avis parce que c'est comme pour tout. Donc voilà, 3,8, on peut considérer qu'il faut faire attention.
potentiellement peut-être recréer un code EN et recréer un nouveau produit ou une nouvelle fiche, en tout cas pour repartir de zéro, parce que 3,8, voilà. La conversion, tu sais qu'elle va en prendre un coup. 4,2, 4 étoiles, c'est très bien. On peut considérer que c'est très bien. Voilà. Ça, c'était pour la partie pub. Donc, alors non, du coup, là, on était vraiment resté encore sur la partie sélection. J'oublie des choses parce qu'il y a tellement de choses que... Mais moi, des fois, c'est un peu compliqué de m'y retrouver. Mais donc là, c'était toujours un peu dans la partie sélection. Et donc, si on repasse sur le côté publicitaire, donc comme je disais, sur Amazon, à un moment donné, tu vas être obligé d'allouer un budget publicitaire. Généralement, il se calcule par rapport à ton chiffre d'affaires. On ne le fait pas au doigt mouillé. On va vraiment se positionner. On va prendre ce qu'on appelle du coup un tacos. On va prendre une partie du chiffre d'affaires généré sur Amazon pour le réattribuer dans la publicité. Ça marche à peu près pareil que pour des investissements médias qui sont autres que sur Amazon. On estime que pour une marque qui est en plein lancement ou qui est en train de se lancer sur Amazon, on peut monter à un tacos à 30%. Donc ça veut dire que tes dépenses publicitaires vont représenter 30% de ton chiffre d'affaires global. Ça peut paraître énorme, sauf qu'en fait, le retour sur investissement publicitaire d'Amazon, il est aussi énorme. La conversion de base en SEO, elle est à 15%. En publicité, on peut facilement monter à 20-25%. Et donc, il ne faut pas avoir peur dès le départ de mettre un peu de budget sur la table parce que le retour sur investissement, il va se faire naturellement si ta fiche produit, elle a bien été faite et elle a bien été structurée selon les éléments qu'on a cités juste avant. Donc, il n'y a pas trop de soucis, je pense, à se faire là-dessus du moment qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Et donc, une fois qu'on a attribué ce fameux budget publicitaire, sur Amazon, ce qui est hyper intéressant, je trouve, après, je ne connais pas bien le fonctionnement forcément des autres médias, c'est que tu peux couvrir vraiment tout le funnel de vente parce que tu as des formats publicitaires différents. Aujourd'hui, il y en a 4 différents sur Amazon. On va retrouver le Sponsored Product. Donc là, c'est de la publicité vraiment classique. Tu fais ressortir ta fiche produit en première page de résultats. D'ailleurs, on peut le voir, quand vous tapez n'importe quel mot-clé sur Amazon, les 4-5 premiers résultats de recherche, c'est du sponsorisé. Si vous cliquez dessus, vous faites payer un annonceur. D'ailleurs, faut bien le savoir. Et donc ça, c'est donc le Sponsored Product. Celui-là, ce format-là, il est vraiment dédié à la conversion. On veut que les gens achètent. Donc, c'est vraiment le goal, c'est le purchase, c'est que les gens achètent immédiatement ton produit. Il n'y a pas vraiment d'autres objectifs à ce format-là. Et donc, c'est celui que les vendeurs vont le plus utiliser pour faire rapidement du volume de vente. Donc, Sponsored Product, on est sur un objectif du coup de conversion. Ensuite, on va retrouver Sponsored Brand. Alors ici, on est plus sur un objectif de notoriété et d'information. On veut faire connaître notre marque. Donc ce format publicitaire, en fait, c'est le gros bandeau que vous allez voir apparaître en premier résultat de recherche, encore une fois. Ça va vraiment prendre toute la première page de résultats tout en haut. Donc c'est top parce qu'il y a vraiment un focus visibilité sur ta marque. Tu as la possibilité de mettre des images lifestyle. Là, encore une fois, on est un peu bloqué par Amazon parce qu'on ne peut pas, contrairement à Google, je pense, mettre du texte ou du logo ou même des call to action qui te permettent de renvoyer sur des sites web. Tout ça, c'est interdit, formellement interdit sur Amazon. Tu ne peux pas faire de la promotion non plus si tu fais des rabais de prix, etc. Donc, c'est assez restreint. Par contre, tu peux mettre ton produit en situation. Donc, tu peux montrer comment marche le produit. Tu peux mettre d'autres images qui vont te servir à charter, encore une fois, ta marque. Donc, ce format-là, il va moins convertir. Par contre, il va te permettre de toucher un nouveau bassin d'audience et de toucher des gens qui ne te connaissent pas, potentiellement. Donc, Sponsored Brand. Dans Sponsored Brand, tu vas avoir un deuxième sous-format qui est la Sponsored Brand vidéo, cette fois-ci. Donc, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la place de mettre une image, tu vas mettre une vidéo. Encore une fois, beaucoup de spécificités sur Amazon. Il faut que ça fasse moins de 45 secondes. Il faut avoir un certain débit. Tu peux pas mettre des call to action. Il faut faire attention aux allégations que tu mets dans ta vidéo. Peut-être le format aussi. Ouais, le format, c'est MP4 classique, mais on va dire que le débit, il faut qu'il soit assez speed. Non, en taille. En taille, oui, pardon, non, excuse-moi. Oui, en taille, évidemment, tu vas avoir un format aussi très spécifique qui correspond pas du tout au format de YouTube généralement ou d'autres médias. Donc forcément, il faut faire quelque chose de spécifique à Amazon. Et ça, c'est aussi, on va dire, un petit peu un des freins pour les marques, c'est que tout est spécifique à Amazon généralement. Donc, il faut recréer des créas spécifiques pour cette plateforme-là. Mais bon, une fois que tu les as en tête, après, il suffit de dupliquer comme partout. Donc ça va assez vite.
J'ai pas toutes les exigences en tête concernant Non, les on va vidéos. pas tous les citer, t'inquiète. Mais Ouais, voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, il y a de grosses spécificités. Donc moi, ce que je conseille, pareil, pour les vidéos, c'est d'être hyper dynamique. Ouais. Il faut que le produit soit visible au bout de 2 secondes de vidéo. Voilà, il faut vraiment être du tac au tac sur Amazon et pas s'épancher, on va dire, sur des choses qui sont pas très importantes. On veut vraiment mettre en avant les bénéfices produits, les avantages et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie, finalement. Ouais. Et donc, ce bandeau-là, il vient se mettre en plein milieu de la page. Donc là, pareil, c'est génial parce qu'en fait, tu prends un encart qui est immense sur la page de résultats et donc, faut s'en servir absolument. Ouais. Et enfin, tu vas avoir le 4e format qui est du sponsored display, qui va un peu se rapprocher de ce qui est faisable aujourd'hui sur Google, parce que tu vas pouvoir, avec ce format-là, aller retargeter des clients et donc fidéliser. Donc, tu vas pouvoir aller retoucher des clients qui ont vu ta page produit mais qui n'ont pas acheté. Tu vas pouvoir aller cibler des catégories, donc la catégorie complément alimentaire sur Amazon, par exemple. Tu vas pouvoir aller cibler des audiences, donc par exemple des gens qui aiment le sport, principalement, ou voilà, d'autres audiences particulières. Et ce format-là, du coup, c'est le bas de funnel, c'est la loyauté, c'est la fidélisation, etc., etc. Ok, hyper intéressant ça. Parce Voilà. que du coup, là, tu as cité les 4 formats. Ouais. Et pour le ciblage, parce que sur Meta, c'est assez simple. En fait, on va soit déterminer une cible, on va dire par exemple les femmes de 30 à 50 ans, ou alors les personnes intéressées par la boxe. Tu vois, donc c'est assez facile de cibler par intérêt. Intérêt tout court ou alors par démographie, tu vois. Ouais. Et du coup, sur Amazon, est-ce que c'est pareil, on cible là-dessus ou alors aussi on va cibler par mots-clés, par exemple, que les gens vont taper? Comment ça se passe? Ouais, alors effectivement, comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est beaucoup plus centré là-dessus. Amazon, ça va se concentrer principalement sur des mots-clés Ok, et sur des azines. Du coup, les azines, ça va être l'identifiant finalement qui est attribué à un produit dès lors qu'on le met en vente sur Amazon. C'est un peu pareil que votre code EAN si vous voulez, mais c'est un identifiant spécifique qui est lié à un produit sur Amazon. Donc moi, je parle pas de produit, je parle d'azines. Et donc, effectivement, sur les formats publicitaires, la majeure partie du temps, tu vas cibler du mot-clé. ok. Donc il faut aller enchérir et mettre des coûts par clic sur les mots-clés qui sont le plus intéressants par rapport à ta fiche produit. Mais tu vas avoir également la possibilité justement de cibler des audiences plus sur du lifestyle ou des segments démographiques, effectivement, un peu comme sur Google. Ça va se faire uniquement avec le sponsored display. Ok. Sponsored product et sponsored brand, tu vas vraiment te concentrer sur des mots-clés et sur des produits concurrents, d'ailleurs. Hein. C'est Ok, tout à d'accord. fait possible. Ah ouais, Tu peux cibler les fiches produits de tes concurrents. Et donc, si tu vas voir la fiche produit d'un de tes compétiteurs, tu peux te voir apparaître toi-même sur la fiche produit. Donc, elle est là toute la stratégie finalement. C'est comment est-ce que je vais développer mes formats publicitaires de sorte à, de 1, remonter sur la première page de résultats. Parce qu'il faut le savoir, mais les consommateurs sur Amazon, ils vont jamais au-delà de la 2e page de résultats. Donc, si tu n'es pas sur la première, ça sert strictement à rien. Donc, il faut vraiment essayer le plus possible, en tout cas, de remonter sur cette première page de résultats. Et derrière, une fois que tu es bien présent, que tu as réussi à te positionner correctement et que tu vois que ta position ne bouge pas trop, parce qu'évidemment qu'au fil des jours, ça bouge, les concurrents ajustent leur CPC, etc., etc. Donc, il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe aussi sur la première page de résultats. Une fois que tu as consolidé cette position, tu vas pouvoir aller attaquer finalement tes concurrents. Et c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir autant développer du sponsored brand qui va cibler des mots-clés, mais aussi créer une sponsored brand qui va cibler uniquement des concurrents, développer une sponsored brand vidéo qui va cibler que du mot-clé, puis que du concurrent, etc., etc. Et donc, en fait, le jeu, il est là, c'est d'aller développer un maximum de formats publicitaires pour un seul et même produit, parce que tu peux, encore une fois, sur Amazon, c'est hyper granulaire. Donc, tu as vraiment la possibilité de dire, pour ce produit-là, je vais faire telle campagne avec tel mot-clé. Enfin, c'est vraiment hyper précis et ça va en entonnoir comme ça. Du coup, avec un seul et même produit, tu es capable sur Amazon d'avoir peut-être 4 ou 5 placements différents. Ah ouais. Et c'est là où je te dis que c'est là où tu couvres tout le funnel de conversion, donc de la considération jusqu'à la conversion, jusqu'à la fidélisation finalement. Et ça c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Et quand on va cibler par les ASIN, enfin ASIN du coup ASIN, c'est un petit peu le code barre du produit sur Amazon. Donc il a vraiment un code unique qu'on appelle ASIN. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs, tu vois, par exemple dire tous les produits de cette marque-là, je veux apparaître dessus, tu vois, sur en même temps. Ça va être un peu chronophage parce qu'il faut que tu ailles les prendre à la main. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses qui se font manuellement encore sur Amazon, donc ils sont en train de développer de plus en plus
voilà, des fonctionnalités pour qu'on puisse faire les choses de manière beaucoup plus en masse. Aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque sur Amazon. Mais effectivement, tu peux demain aller ajouter tous les produits d'une gamme d'un concurrent et dire je veux apparaître sur cette fiche produit-là. Alors après, encore une fois, tu vas te battre contre d'autres gens qui font la même chose que toi. Ouais. Et donc derrière, l'enjeu, c'est de venir attribuer les bons budgets à tes campagnes et que ces budgets reflètent le coût par clic que tu attribues à chaque mot-clé. Donc par exemple, moi demain, je vends de la protéine, je veux apparaître sur un concurrent A. Je sais que ce concurrent A, il vend tant de produits par mois parce que généralement, c'est affiché sur la fiche produit même sur Amazon. Donc tu sais qu'il pèse un peu dans le game et qu'il va falloir s'accrocher. Et en fonction de ça, tu vas venir ajuster tes coûts par clic. Aujourd'hui, sur Amazon, les coûts par clic, ça peut être des trucs complètement ahurissants. Hein. Tu peux payer 24 € un clic pour quelqu'un qui se protège, tu vois, qui va vouloir vraiment, par exemple, moi, je sais pas, je suis Luxéol demain sur Amazon. Si je veux vraiment pas que les gens touchent au mot-clé Luxéol, je vais venir mettre un coût par clic à 24, 30, mais il faut avoir encore une fois un budget illimité et des sous à dépenser. Mais voilà, tu as une stratégie et d'attaque, mais également de défense sur Amazon. Parce que quand tu es une grande marque, tu sais que tu vas être attaqué. Et donc, il faut que toi-même, tu enchérisses sur tes propres mots-clés de marque pour être sûr que personne ne vienne t'embêter sur ta fiche produit. Et donc, voilà, ta stratégie publicitaire va se segmenter en deux parties. Tu vas avoir d'un côté l'attaque pure et dure, donc aller attaquer les concurrents, aller attaquer des mots-clés hyper génériques. Et de l'autre côté, toute la défense de marque où tu vas venir finalement protéger tes propres produits puisque tu sais que les gens peuvent venir se greffer sur ta page produit. C'est un jeu, le truc. C'est vraiment un jeu et c'est vrai que y a des gens qui ont tendance à dire les campagnes, elles sont set-up, on peut les laisser tourner comme ça indéfiniment. Et en soi, c'est vrai, c'est possible de le faire comme ça. Moi, j'inciterais beaucoup plus, au contraire, à y aller 3, 4, voire 5 fois par semaine dans les fortes périodes pour ajuster et tes coûts par clic, mais aussi tes budgets, parce que quand tu attribues un budget à une campagne, mettons, je mets 30 € pour que cette campagne diffuse, c'est 30 € pour une journée. Et il se peut que tes 30 € parfois ne suffisent pas à diffuser toute la journée. Donc pareil, il va falloir que tu augmentes ton budget. Et tout ça, ça se fait en fonction de ton retour sur investissement, qui peut être encore une fois très très bon sur Amazon. Donc les budgets finalement explosent assez rapidement. Et derrière, tu as forcément toute l'analyse de tes campagnes. Donc là, on va retrouver un peu tous les KPI, je pense, classiques du marketing. Donc le retour sur investissement, les impressions, le coût par clic moyen que tu payes. On va retrouver le nombre de fois où ta page a été vue, ton taux de conversion uniquement publicitaire, etc. Et en fonction de ces résultats-là, tu vas prendre des décisions avec les formats publicitaires que tu fais, quoi, tout simplement. Mais ouais, c'est un vrai casse-tête, un vrai jeu, mais c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, comme je disais au début, tu vois tout de suite l'impact. Moi, j'ai lancé un produit il y a 2 semaines, un shaker électrique sur Amazon. On pensait qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs encore sur le sujet. Et en fait, les semaines passaient et je voyais qu'il y avait plein de concurrents, notamment chinois, asiatiques, qui sortaient leurs propres produits avec des prix qui sont absolument imbattables parce qu'ils arrivent à très bien gérer leurs marges et leur retour sur investissement. Et donc, voilà, moi, comment je fais au milieu de ces produits qui ne coûtent pas très cher pour me différencier avec un produit qui, malheureusement, coûte un petit peu plus cher. Et voilà, tu vas mettre en place toutes ces tactiques-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai lancé une sponsored brand vidéo du coup il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je suis en première page de résultats avec ma vidéo, alors que mon produit est arrivé sur le marché il y a 3 semaines. Donc c'est très très satisfaisant de voir cet impact-là et qui est reflété immédiatement en plus sur la plateforme sur laquelle tu vas assez souvent, quoi. Donc, c'est hyper important. Il y a de la vraie reconnaissance là-dedans, je trouve. Et donc, ça te donne envie, quoi, de booster encore plus, de mettre plus de budget, de voir où est-ce que tu peux aller et développer la croissance, quoi. Donc voilà. Parce qu'en plus, là, si tu mets, par exemple, 30 € par jour et que le coût par clic, il est à 2 €, ça veut dire qu'en 15 clics, terminé. Et potentiellement, tu actualises à 11 h, tu vois que les 30 € sont dépensés et là, dans la journée, tu ne vends plus rien, quoi. Exactement. Donc, autant augmenter le budget, quitte à faire. Ouais, et toujours en surveillant ton retour sur investissement parce qu'il ne faut pas le négliger et pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Moi, je considère que pour une campagne Amazon, s'il y a plus de 30 clics et qu'il n'y a pas d'achat de fait via cette campagne,
soit il y a un problème dans les optimisations, donc il y a quelque chose qui a été mal fait, soit dans le setup, soit il faut carrément arrêter la campagne. Encore une fois, rien n'est irréversible et c'est ça que je trouve génial sur cette plateforme, c'est que tu te loupes, tu peux automatiquement te rattraper très rapidement en lançant soit d'autres formats publicitaires parce que tu peux te rendre compte qu'en ciblant des mots-clés, tu vas pas vendre du tout, alors qu'en ciblant des asines concurrents, eh ben, tu vends à fond. Et donc là, tu te dis, OK, pour ce produit-là, je sais que je vends mieux en ciblant des concurrents. Donc finalement, je vais adapter toute ma stratégie publicitaire pour ne cibler que des concurrents. Et on reviendra au ciblage par mots-clés un petit peu plus tard. Enfin voilà, tout est ajustable. Et du coup, ça te fait moins peur aussi de te lancer dans des campagnes avec des gros budgets, etc. etc. quoi. Ouais, bah, idéalement pour commencer, tu vois, imaginons moi là demain, je veux vendre par exemple des crèmes ou des crèmes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois? Est-ce qu'il faut d'abord que j'utilise en amont est-ce qu'il y a un outil pour voir le volume de recherche sur certains mots-clés, pour voir les mots-clés les plus utilisés, le coût en gros par mot-clé? Parce que je sais qu'avec Google, on l'utilise souvent, tu vois, on fait avant ça, on va faire une analyse des mots-clés, on va regarder le volume de recherche mensuel, on va regarder le coût par clic moyen et on va entamer une stratégie sur OK, quel mot-clé on va sélectionner en priorité, on va les utiliser et ensuite on va pouvoir développer. Et donc ouais, il y a des outils similaires sur Amazon? Ouais, complètement. Alors, bon, déjà, la première chose quand on se lance dans la publicité Amazon, le premier budget, il est un peu difficile comment dire, à formuler parce qu'on n'a pas encore forcément fait trop de chiffre d'affaires. C'est un peu compliqué. On se dit, OK, combien est-ce qu'il faut que j'investisse, etc. Si vous avez déjà fait un peu de chiffre d'affaires, regardez vos ventes sur les 30 derniers jours et prenez, allez, 15-20% du montant de ce chiffre d'affaires et investissez-le en publicité. Là, je parle au moins. Et puis, si vous n'avez vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire, 500 euros, 1000 euros pour démarrer, c'est déjà très bien, en sachant que le retour sur investissement, il est quasiment immédiat, encore une fois. Par mois. Oui, toujours par mois. Et du coup, pour rentrer un peu plus concrètement dans le sujet, il y a un outil qui s'appelle Helium 10 aujourd'hui qui est le plus connu. C'est celui que tous les consultants d'Amazon utilisent, que Amazon lui-même utilise. C'est une extension du coup qui va s'implémenter directement sur la plateforme amazon.fr ou amazon.com, ça dépend le pays où vous êtes. Et cet outil-là, il est super puissant parce qu'il va te donner justement le volume de vente sur des mots-clés en particulier. Donc il suffit de taper le mot-clé dans la barre de recherche Amazon et Helium 10 va te dire tout de suite mensuellement combien est-ce qu'il y a eu de recherches uniques sur ce mot-clé-là, mais également combien de revenus ça a généré sur les 30 derniers jours. Donc c'est ultra puissant parce que tu sais que pour un mot-clé, combien de chiffre d'affaires a été généré au cours des 30 derniers jours et tu vas pouvoir vraiment t'aider de ces infos-là pour ajouter des mots-clés dans ta fiche produit. Après, bon, il y a un peu de bon sens aussi parce que en fonction du produit que tu vends, tu sais à peu près quel mot-clé il va falloir mettre, donc des mots-clés très précis. En l'occurrence, si ce sont des baumes ou des crèmes, bah voilà, baume, crème, tout ce genre de mots-clés-là, ils sont hyper pertinents et hyper importants, donc on va les mettre. Après, on va avoir des mots-clés un petit peu plus exotiques parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont acheter, moi je sais pas, par exemple, si c'est de la crème, qu'est-ce qu'on pourrait se dire des gens qui ont des problèmes d'acné, par exemple, pourraient se dire je veux cette crème-là. Donc tu vas avoir des mots-clés plus, on va dire, de problématiques. Donc tu vas mettre tous les mots, on va dire, qui vont concerner tes consommateurs et tous les problèmes liés à ton produit aussi. Donc moi, par exemple, sur un shaker électrique, je sais que c'est principalement de la protéine, des BCAA. Donc je vais aussi aller cibler ce genre de mots-clés-là. En fait, tout dépend de jusqu'où est-ce que tu veux aller taper. Est-ce que tu veux faire très large? Est-ce que tu vas avoir une audience plutôt restreinte? Tu sais généralement que quand tu tapes très large, tu vas plus dépenser. Et quand tu restes plus restreint, finalement, tu vas avoir plus de chances de convertir. Et finalement, mais par contre, d'avoir une audience qui est plus restreinte également. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment par rapport aux mots-clés. Derrière, concrètement, sur la plateforme Amazon, dans le format Sponsored Product, donc le premier format dont j'ai parlé, il y a 2 sous-formats. Donc, soit tu te dis, je laisse Amazon placer mes formats publicitaires Sponsored Product avec finalement les mots-clés qui est dans ta fiche produit. L'algorithme Amazon, il va passer sur ta fiche, il va détecter les principaux mots-clés qui ont été mis dans les bullet points, dans le titre, dans la description, et il va savoir exactement quand est-ce qu'il faut placer ta publicité. Quand un conso tape son mot-clé sur Amazon. Donc là, tu n'as rien à faire. Tu dis à Amazon, je veux mettre tel budget sur cette campagne, et je te laisse derrière placer ma publicité là où ça te semble le plus pertinent, et sur les mots-clés qui te semblent le plus pertinents. Ces campagnes qu'on appelle du coup automatiques, elles sont très très bien pour démarrer parce qu'elles vont te permettre de faire ce qu'on appelle de la récolte de termes de recherche. Amazon, au bout de, on va dire,
15 jours, un mois. Je pense que c'est bien de la laisser tourner au minimum un mois pour avoir des résultats un peu significatifs. Amazon va te montrer très concrètement sur quels mots-clés est-ce que tu as converti. Et ce sont que des mots-clés que les gens ont tapés sur Amazon. Donc là, tu es sûr que grâce à ces search terms-là, avec ces termes de recherche-là, tu es sûr que tu vas convertir et que ces gens-là ont acheté ton produit sur ces mots-clés-là. Okay. Et donc, la best practice par la suite, une fois que ta campagne automatique elle a récolté assez de termes de recherche, assez de mots-clés, c'est de venir finalement créer une campagne qu'on appellera manuelle. Et ici, tu vas plus laisser Amazon placer tes publicités tout seul. Tu vas dire à Amazon, je veux que tu places ma publicité sur ces mots-clés-là. Okay. Pour encore plus de granularité, tu peux dire à Amazon, je veux que tu places ma publicité sur ce mot-clé, mais en exact. Donc, si tu as mis le mot-clé « baume », Amazon ne placera la publicité que si le client a exactement tapé « baume ». Ok, genre pas baume acné, quoi. Voilà, exactement. Après, tu vas avoir la recherche en large. Donc là, tu autorises Amazon à placer ta publicité sur le mot-clé « baume », mais également sur tout ce qui va un peu flotter autour du mot baume. Donc baume acné, baume peau sensible, etc. etc. Baume Donc là, Made in encore une France, fois, voilà, baume exactement. Et donc là, encore une fois, tu vas taper beaucoup plus large. Okay. Et donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que dès le départ, tu veux arroser le marché et finalement apparaître le plus possible, même sur des mots-clés, on va dire, qui sont un peu éloignés, un peu lointains par rapport à ton produit, mais qui peuvent convertir quand même, tu vois. C'est ça qui est assez drôle aussi sur Amazon, c'est que ça a le pouvoir de convertir quand même. Ou est-ce que tu veux, encore une fois, restreindre ton audience à un mot-clé très précis parce que tu sais que finalement ta conversion elle sera bien meilleure sur des mots-clés très précis. Après, voilà. dans un premier temps, de toute façon, la stratégie, c'est toujours un peu comme ça en acquisition. Dans les premiers mois, on va dire entre les 2-3 premiers mois, c'est vraiment du test. On analyse le marché, on regarde les retours qu'on a, on va regarder les mots-clés qui sont les plus pertinents, etc. Exactement. Et après, on sait exactement, en fait, on a une map qui est quadrillée sur quels endroits on arrose plus que d'autres. Et là, on va pouvoir aller chercher de la performance à 100%. Mais les premiers mois, je pense que c'est dommage d'aller se focus sur un mot-clé, etc., plutôt que d'explorer plein de choses qui pourraient nous révéler en plus des autres idées hyper intéressantes qu'on n'aurait pas pu avoir dès le début, tu vois. Je suis d'accord, parce que ça va justement, et tu l'as très bien dit, ça va te faire ressortir des mots-clés auxquels toi-même tu n'aurais jamais pensé, et surtout tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais convertir dessus. Donc best practice, campagne automatique au lancement, comme ça, bon déjà ça vous fait moins de travail, et surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la plateforme de prime abord, ça te permet de prendre en main aussi la plateforme, donc tu laisses tourner tranquillement tes campagnes automatiques, et puis par la suite tu vas venir petit à petit créer des campagnes sponsored product du coup manuelles, tu vas venir développer d'autres formats, donc sponsored brand vidéo, sponsored display, etc., etc. Mais tout ça, ça se fait vraiment en test and learn. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. On n'est pas obligé d'envoyer tous les formats d'une traite, même si c'est possible, encore une fois. Hein. Il faut un budget, quoi. Il faut un budget, voilà. Après, c'est toujours la même chose, évidemment. Il faut le budget, il faut que le retour sur investissement il soit au rendez-vous aussi, évidemment. Mais voilà, sinon, on y va tranquille. Et puis derrière, je ne vais pas rentrer là tout de suite dans le détail, mais il y aura, quand on aura justement tous nos différents formats, ce qu'on appelle les optimisations. Et donc là, 3, 4, 5 fois par semaine, repasser régulièrement sur tes campagnes pour ajuster ton coût par clic en fonction de ce que Amazon te dit. Parce qu'effectivement, du coup, pour te répondre sur la question des coûts par clic, Amazon te propose toujours le coût par clic le plus bas qui a été payé pour le mot-clé et le coût par clic le plus haut qui a été payé pour ce même mot-clé. Sur quelle période, du coup, ça ? Normalement, c'est sur les 30 derniers jours, généralement. Okay. Mais encore une fois, c'est toi qui mets ta plage de date. Moi, je conseille toujours, quand on fait nos optimisations, c'est de se mettre sur une plage de date qui soit entre 2 semaines et 1 mois et demi. Comme ça, tu as vraiment des résultats qui sont significatifs. Ça ne sert à rien de se mettre sur un délai de 2 jours, tu vois, ou 3 jours. C'est ridicule, tu n'auras pas de résultats concrets. Donc, tu te mets sur ta bonne plage de date, 2 semaines, 1 mois et demi, et Amazon va te faire ressortir du coup ce fameux CPC bas et ce CPC haut. Et après, c'est à toi finalement de te positionner. Est-ce que tu es plus dans une optique où t'es pas là non plus pour arroser le marché, donc tu vas te mettre juste en dessous du CPC le plus bas et tu sais que tu vas pas payer grand-chose et que le retour, il sera super en fait très rapidement, ou au contraire, est-ce que tu veux choper un maximum d'emplacements sur la première page de résultats et à ce moment-là, il faut que tu te mettes au-dessus du CPC
le plus haut. Ouais. Mais tu as des mots-clés sur Amazon qui coûtent super cher. Moi, je travaille pas dans la téléphonie, j'ai jamais eu d'acteur qui vend des téléphones, mais j'ose même pas imaginer le iPhone. mot-clé téléphone portable ou iPhone sur Ouais, sur ça doit Amazon. Ça doit être indécent, je pense, les coûts par clic. Et c'est dans ces catégories-là que tu vas retrouver des budgets qui sont généralement énormissimes. Mais voilà, encore une fois, tout est possible, même pour de petits acteurs, de remonter très très rapidement en publicité sur Amazon. Donc, faut pas avoir peur de se lancer et d'arroser assez large dès le départ pour pouvoir ensuite restreindre et commencer à créer ton funnel de vente de sorte à ce qu'il soit le plus optimisé possible, quoi. Voilà. Trop intéressant. Et donc, au niveau des 4 piliers, on a parlé du contenu, Ouais. on a parlé des ads. Ouais. Maintenant, le 3e et 4e. Yes. Du coup, le 3e et non des moindres, je pense, c'est la promotion. Sur Amazon, c'est vraiment un pilier qui est à part. Pour des e-commerçants classiques, je pense que la promotion, voilà, c'est alors, évidemment, c'est une stratégie, mais c'est quelque chose auquel on pense pour des événements très spécifiques. Sur Amazon, ces événements-là, ils se font tout au long de l'année. Le calendrier promotionnel d'Amazon, il est assez incroyable parce qu'il s'appuie autant sur des événements qui sont en dehors d'Amazon que sur des événements qui sont uniquement spécifiques à Amazon. Donc, tu vas retrouver la fête des mères, la fête des pères, toutes les fêtes possibles et imaginables. Tu vas retrouver, lors de la Paris Games Week, on sait qu'il y a des événements qui sont faits aussi sur Amazon. Même des salons, etc., vont donner lieu à des promotions sur Amazon. Mais celui qui est le plus important aujourd'hui et qui prime le plus surtout, c'est évidemment Prime Day, qui se tient généralement du coup en juillet. Cette année, ça sera le 11 et le 12 juillet. Et donc, c'est un moment où, comment dire, tout le monde est hyper focus, autant les vendeurs que les agences Amazon également, ou même d'autres agences qui gèrent la partie Amazon, parce que on triple le trafic pendant cette période-là, pendant ce mois de juillet. C'est là où il y a les plus grosses promos qui ont jamais été faites sur Amazon, et surtout, littéralement, tout le monde se positionne. Tout le monde fait des offres qui sont ultra agressive, et je pense que Amazon est très très fort là-dessus, et c'est même la plateforme qui est reconnue pour ça, c'est qu'on trouve le meilleur prix, et donc tous les acteurs à ce moment-là de l'année sont au rendez-vous, tout le monde se positionne, et derrière sur Amazon, exactement comme pour les formats publicitaires, tu vas retrouver différents types de promotions, et des promotions qui vont te ramener plus ou moins de visibilité. Donc il y a des promotions qui vont être géniales, et tu peux même pas les faire toi-même en self-service sur le front-end d'Amazon. Il faut carrément passer par un contact chez Amazon pour pouvoir les mettre en place, parce que c'est des promotions qui vraiment ramènent un trafic de dingue, parce qu'Amazon va créer des pages spécifiques pour les offres qui ont ce type de promotion, etc. etc. Okay. Et après, tu vas retrouver des promotions un peu plus classiques. Donc, ça va être des prix barrés. Donc, ton prix TTC barré avec un prix réduit, tout simplement. Tu vas retrouver des coupons. Donc là, c'est comme un coupon que tu pourrais utiliser au supermarché. Donc, tu coches pour utiliser 10%, 15%, etc. Tu vas avoir un acheté, un offert, etc., etc. Il y a vraiment différents types de promotions qui sont super importants. Et tout l'enjeu pour les e-commerçants sur Amazon, c'est de pouvoir se positionner sur ces temps forts tout en respectant leur marge. Et voilà, ça, c'est toujours le nerf de la guerre, on va dire aussi, pour les gens qui vendent sur Amazon. C'est comment est-ce que je maintiens des prix attractifs sur Amazon vs la concurrence, tout en gardant une marge qui soit assez bien pour être rentable, pour lui. Voilà, tout simplement, quoi. C'est logique. Beaucoup du coup de réticence face à ces promotions-là, sauf que c'est un des leviers les plus stratégiques sur Amazon pour faire du volume, pour faire de la croissance, pour faire connaître ta marque. Ça va aussi te servir pour les publicités, à convertir mieux. On sait que les gens les e-commerçants qui mettent leurs produits en promotion convertissent beaucoup mieux en publicité également, et en organique aussi. Et tout ça, ça se voit très très bien sur les chiffres. Donc, tu as juste à comparer tes périodes de promotion et les périodes où tu n'es pas en promotion, et tu vois tout de suite l'impact que ça a. Et donc voilà, j'invite tous les e-commerçants à se positionner pour Prime Day, mais pour aller encore plus loin, sur les fêtes de Noël, sur les Spring Deals. Voilà, ça, c'est un nouvel événement qu'Amazon a mis au point, les ventes de printemps, mais aussi pour le Back to School. Donc en septembre, là, il y a aussi tout ce qui est puériculture, etc. C'est un moment qui est absolument incroyable. Et j'en parle pas assez, mais les consos sur Amazon viennent chercher le produit le moins cher, le livrer le plus rapidement possible. Et donc, faut vraiment pas négliger ce point-là, quoi. Donc voilà, promotion,
troisième pilier hyper important. C'est hyper important aussi dans le sens où, tu vois, il y a des entreprises qui vont être focus vraiment sur la rentabilité immédiate, alors qu'il y a aussi tout un aspect LTV, tu vois, donc la durée de vie de ton client dans le temps. Si jamais tu l'as acquis pour zéro, mais qui t'a pas rapporté grand-chose sur le premier produit, mais que derrière, il est content et que de un, il rachète un produit et ensuite, il te recommande à d'autres personnes, tu as quand même gagné, tu vois. Tu n'as pas perdu ta vente, au contraire, tu as gagné un client fidèle, plus potentiellement un mec qui va être ambassadeur de ta marque auprès d'autres personnes. Donc ça aussi, il faut y penser. Il ne faut pas forcément penser que au ROI immédiat, penser plus large et dire, OK, ben maintenant, je vais augmenter mes budgets, je vais augmenter mon coût d'acquisition cible, mais pour autant, je vais acquérir plein de nouveaux clients qui vont faire en sorte que mon entreprise va être pérenne et va avoir une croissance certaine sur le long terme. J'aurais pas mieux dit, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait ça. Le moment où tu fais des promotions sur Amazon, bon, déjà, on sait que le trafic, il triple. Donc, tu as des gens qui ne viennent jamais sur Amazon, qui viennent spécifiquement là. Et donc, évidemment que c'est là aussi où tu peux te faire du new to brand, donc des consommateurs nouveaux à ta marque. Et il y a rien de mieux parce que quelqu'un qui a l'habitude de, je sais pas, d'acheter telle marque, il va voir que toi, tu es en promotion sur telle période, et bah, tu vas pouvoir, pareil, grignoter des parts de marché face à la concurrence. Donc, ouais, hyper important, encore une fois. C'est ça qui conditionne la croissance d'une marque, tu vois, c'est à quel point tu es capable d'acquérir des nouveaux clients. Et si tu n'es pas prêt à investir là-dedans, bah, en fait, ta marque, elle va jamais évoluer, quoi. C'est clair, tu vas avoir d'autres leviers, mais aussi puissants que ça, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc voilà, bien réfléchir, bien tenir ses marges, hein, c'est hyper important. On sait que c'est le nerf de la guerre pour les e-commerçants aujourd'hui, en sachant que la décomposition des coûts chez Amazon, elle est assez particulière. Il y a beaucoup de coûts liés notamment au programme Fulfillment by Amazon, donc le programme Prime. Mais voilà, faut avoir un peu les reins solides là-dessus, essayer de calculer au millimètre et derrière se positionner. Si possible, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. De ouf. Donc voilà. Et du coup, le quatrième. Ouais, et donc quatrième et dernier pilier, donc ce sont les stocks sur Amazon. Alors là, je vais parler spécifiquement de la marketplace et donc de seller central, parce que tu vas retrouver deux modèles différents sur cette plateforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vas ajouter ton produit, tu vas avoir la possibilité soit de rentrer ton stock manuellement. Donc, tu dis à Amazon, j'ai 400 pièces de ce produit dans mes entrepôts. Go, on peut les vendre. Le produit est actif sur Amazon. Et tu vas avoir le deuxième programme d'expédition, qui est le programme FBA, donc Fulfillment by Amazon. Et là, tu vas envoyer tes produits dans les centres de distribution Amazon. Et en fait, du coup, ce sera un peu du stock déporté. Ton stock ne t'appartiendra plus, enfin il t'appartiendra toujours, mais il ne sera plus dans tes entrepôts à toi, il sera dans celui des entrepôts Amazon. Et ce fameux Fulfillment by Amazon te permet, toi en tant que vendeur, d'obtenir le fameux badge Prime sur ta fiche produit. Si vous voyez une fiche produit sur Amazon qui n'a pas de badge Prime, ça veut dire que c'est vendu et expédié par le vendeur. S'il y a le badge Prime, c'est vendu par le vendeur et expédié par Amazon. Le badge Prime, il a différentes facettes qui sont hyper importantes aujourd'hui. Déjà, c'est gage de qualité, de confiance pour le conso final parce qu'il sait que c'est Amazon qui envoie le produit, il sait que ce sera livré en 1 ou 2 jours. Donc ça, automatiquement, ça influe sur ta conversion. Mais il sait également que tout le service client est géré par Amazon également. Donc, il est quasiment sûr et certain que s'il y a quoi que ce soit, il peut se faire rembourser très rapidement, que le service client il sera au rendez-vous, qu'il n'aura pas de problème, etc., etc. Donc le badge Prime, c'est juste hyper important. Et en fait, quand j'ai commencé au tout début dans le premier pilier qui est la sélection, j'aurais dû en parler immédiatement, mais une fiche que j'appelais du coup tout à l'heure Retail Ready, c'est après avoir fait ce club Vine, évidemment, envoyer du stock dans les entrepôts Amazon et d'obtenir ce fameux badge Prime. C'est vraiment pas compliqué aujourd'hui d'envoyer dans les entrepôts Amazon. Il suffit juste d'avoir une logistique qui soit un petit peu au point là-dessus, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc, évidemment, ça, point hyper important, si tu veux te développer sur Amazon en tant qu'e-commerçant, tu es obligé de faire du Prime. Tu pourras pas rester indéfiniment en expédié et vendu par toi-même parce que ta conversion va jamais monter aussi haut que si tu as le badge Prime. Donc, la best practice, quand tu es e-commerçant côté seller central, c'est d'avoir une fiche produit qui contient ton propre stock à toi, donc le stock qui est dans tes entrepôts, et d'avoir une deuxième fiche produit
et celle-ci sera reliée au stock finalement qui sont dans les entrepôts d'Amazon. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire de faire un duplicata de ta fiche produit. Au final, ce sera une seule et même fiche produit. Il n'y en aura qu'une seule sur Amazon parce que ce sera relié à un seul ASIN. Ouais. Par contre, tu auras 2 SKU différents. Un SKU, comment est-ce qu'on pourrait expliquer? SKU, c'est la référence, quoi. Ouais, en la fait, référence du produit. le nom de la référence du produit. Typiquement, si tu vends un savon Ouais. hydratant, tu vas appeler peut-être savon hydratant Voilà. à l'abricot. Exactement. S'il Ouais. est à l'abricot et si t'en as à la pêche, savon abricot. Savon pêche, Exactement. C'est exactement ça. Du coup, si on reprend cet exemple-là, pour un seul et même produit, donc mon savon à la pêche, j'aurai 2 SKU. Un qui sera en MFN, Merchant Fulfillment Network, du coup expédié et vendu par moi-même, Ouais. et un SKU qui sera en FBA, Fulfillment by Amazon. Comme ça, tu as bien 2 SKU distincts dans ton catalogue, et en un coup d'œil, quand tu rentres le nom de ton SKU dans ton stock, tu vois tout de suite, ok, est-ce que j'ai du stock en expédié et vendu par moi-même? Est-ce que j'ai du stock en FBA? Et s'il n'y en a pas dans l'un ou dans l'autre, eh ben, il faut rectifier ça. Ouais. Et encore plus important dans tout ça, c'est que vu que c'est une seule et même fiche produit sur Amazon, si tu tombes en rupture FBA, le SKU MFN va prendre le relais. Et à l'inverse, si tu n'as plus de stock dans tes propres entrepôts, si tu en avais envoyé chez Amazon avant, le SKU FBA va prendre le relais sur le stock MFN qui est en rupture. Ok. Donc, hyper important, en fait, la gestion de ton stock FBA et de ton stock vendu et expédié par toi-même. Donc, best practice là-dessus, vraiment avoir 2 SKU. Un qui est uniquement dédié au stock qui est chez Amazon, un qui est uniquement dédié au stock que tu as chez toi. Ok, donc ouais, Voilà. c'est tout à fait possible d'avoir les deux en même temps. Oui. Donc 2 références Et c'est pour un seul recommandé. coq barre. Ouais, c'est très très recommandé parce que, encore une fois, si tu tombes en rupture de stock, c'est catastrophique sur Amazon. Ah ouais. Pour pas, ouais, vraiment. Bon, je vais pas en faire trop non plus, mais on va dire que quand tu tombes en rupture de stock sur Amazon, donc tu es vraiment à 0 sur le MFN et sur le FBA, tu peux mettre jusqu'à 1 mois avant de remonter dans l'algorithme Amazon. Ah Amazon, oui, ok. il n'aime pas du tout que tu sois en rupture. Le but pour lui, c'est qu'il y ait toujours du stock. Et donc, évidemment, par rapport à ça, tu as une tonne de KPI côté stock. Tu vas avoir l'IPI, donc ça, c'est ton indice de performance de rotation de stock. Ok. Donc, à quel point est-ce que tu arrives à, finalement, à mettre du stock dans les entrepôts Amazon et à le maintenir. Derrière, Amazon, il va te mettre un peu la pression aussi parce que voilà, si tu as du stock qui ne tourne pas assez bien, donc par exemple, si tu as du stock qui est là depuis plus d'1 an, tu vas payer des frais. Ok. Mais si tu n'as pas assez de stock, tu vas payer des frais. Donc voilà, Amazon t'incite le plus possible à avoir une rotation qui soit nickel. Alors évidemment, c'est pas toujours faisable. Il y a des produits qui tombent en rupture parce que, je sais pas, le prix de la protéine, par exemple, il y a pas longtemps, il a beaucoup augmenté. Donc, il y a eu des problèmes de fabrication. Le prix des containers, ça a augmenté également. Donc, il y a eu plein de e-commerçants qui ont eu beaucoup de mal à se fournir en 2023, notamment les matières premières. Donc, c'est assez compliqué parfois. Mais le but, voilà, c'est de rester en stock en sachant que si tu tombes en rupture, tu vas avoir beaucoup de mal à remonter dans l'algorithme. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Ouais, voilà. ouais. Donc ça peut arriver bien sûr d'être en rupture et c'est pas gravissime non plus, mais si on peut éviter, on évite. Et donc moi par rapport à ça, je pense que la best practice c'est d'avoir un processus qui soit détaillé, qui soit clair, d'avoir des forecasts réguliers, donc mensuels, de regarder tes top sellers, surtout les top sellers, de regarder combien d'unités est-ce que tu vends au mois et de regarder sur un an complet parce que tu vas avoir des creux à certaines périodes aussi. Forcément, en août, tu vends un petit peu moins qu'en décembre où c'est la folie parce qu'il y a Noël. Mais voilà, avoir des forecasts réguliers, bien vérifier le MFN et le FBA et le plus possible éviter la rupture de stock sur Amazon parce que c'est vraiment pas bon pour l'algorithme. Ouais. Puis il faut anticiper aussi parce que j'imagine que c'est pas t'envoies un chronopost avec tes 50 colis et voilà. Ça revient pas le lendemain, tu vois. C'est clair. Il y a un certain délai. Ouais. Lorsque tu envoies tes produits à Amazon pour que ça puisse revenir dans les stocks et que tu puisses avoir donc ce flux continu, ça prend combien de temps environ avant qu'il soit détecté et posé sur le site au final? Alors, ça dépend du transporteur qu'on va utiliser, ça dépend d'où sont placés les entrepôts de tes clients à la base et ça dépend de quel entrepôt Amazon va être livré. Il y en a une dizaine en France, même un peu plus, je ne sais plus exactement. Généralement, moi, je compte 3 semaines à partir du moment où tu as créé l'expédition sur le front-end Amazon. Okay. Donc, que tu as dit Amazon, moi, je vais envoyer 30 de ça, 20 de ça, 10 de ça.
Une fois que tu as créé ton expédition, tu peux compter 2 voire 3 semaines avant que ce soit complètement réceptionné dans les entrepôts Amazon. Ok. Et là, je te parle dans une période qui est plutôt calme. Parce qu'à Noël, Ah ouais, c'est il le faut bordel. bien le savoir, ouais, tout le monde envoie en même temps son stock dans les entrepôts Amazon. Et là, honnêtement, pour Noël, faut s'y prendre, je pense, dès octobre. Dès octobre, Ah ouais. c'est bien. Voire fin septembre, je pense. C'est bien parce que tu es sûr que tu vas te sécuriser ton stock pour cette période-là. Et voilà, donc forte période sur Amazon. On prend vraiment ces précautions. Et en période plus calme, on est sur 2-3 semaines, quelque chose ouais. comme ça. C'est assez long. C'est assez long. Ah ouais, c'est archi long. Tous les produits sont cubiscannés par Amazon. Ils vérifient la quantité dans les cartons. Ils vérifient que le produit n'est pas endommagé, etc. etc. Donc ouais, c'est une très très grosse machine. Maintenant, c'est quand même plutôt bien fait. Je sais pas si tu as déjà vu dans les entrepôts Amazon comment ça se passe, mais c'est en train de se robotiser dans tous les sens. Bientôt, malheureusement, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup d'employés dans les entrepôts parce que tout est en train d'être fait par des machines. Ok. Tu as carrément des rayons qui se déplacent. C'est vraiment un truc de fou. Et Amazon ouvre aussi de plus en plus d'entrepôts. Donc je pense qu'à terme, ce sera moins compliqué d'envoyer des produits. Et tout ça va s'automatiser aussi de plus en plus. Donc ce sera de plus en plus performant. Et voilà, je crois que par rapport au stock, c'est un peu, on a fait un peu le tour. On a fait le tour. Ouais. On a vu les 4 piliers, tu vois. Le premier, du coup, avec le contenu. Le deuxième, avec les ads. Le troisième, avec tout ce qui est promotion. Et le dernier, du coup, avec tout ce qui est livraison, gestion des stocks, etc. Ça, c'est les 4 piliers les plus importants. Déjà, avec ça, on a beaucoup plus c'est beaucoup plus clair, au final, cette plateforme. Ça va faire à peu près 1 heure en plus qu'on est là. Donc, tu vois, on a réussi à traiter tous ces sujets-là. Ouais, Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Peut-être au niveau de là où on peut te retrouver pour, si jamais quelqu'un voudrait travailler avec toi, comment est-ce qu'il te retrouve aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn principalement. Donc, Anne Tarreau, Tareau, le nom de famille. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez être formé. Je fais de la formation d'équipe également parce que je sais que c'est une niche et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens encore à l'heure actuelle qui connaissent très très bien ces plateformes-là, qui sont un peu complexes en plus. Ouais. Donc voilà, prête à vous aider, à en discuter. J'adore ce que je fais aujourd'hui, moi je m'éclate bien, donc voilà, j'essaie de trouver des gens qui ont cette même passion-là, donc au plaisir de pouvoir en reparler aussi. Eh ben, merci beaucoup. Et merci à toi pour l'invitation. Si vous voulez en tout cas avoir des conseils sur Amazon, n'hésitez pas. Elle a su m'aider sur quelques problématiques aussi parce que c'est vrai qu'au-delà de faire du Meta ou du Google avec mon agent, je fais aussi tout ce qui est de l'acquisition. Donc là, j'avais un problème sur Amazon et Anne m'a hyper bien conseillé. Et du coup, je recommande à 100% d'aller la voir si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.